Ces dernières années, la guerre a investi de nouveaux espaces. Évidemment, on connaît tous la question de la menace cyber. Il y a maintenant trois nouveaux terrains de conflictualité en particulier. La cybersécurité, les fonds marins et puis l'espace. Depuis quelques années, en réalité, on sait qu'il y a des recherches qui sont menées pour agir au fond des mers et puis pour détourner les satellites de leur usage premier qui est en général civil. L'espace, c'est quelque chose dans lequel la France excelle, mais qui est soumis à de nouveaux enjeux, notamment la rivalité entre les États-Unis, la Chine, mais pas que, on l'a vu également avec la Russie, et également celle d'intérêts privés. Je pense aux méga constellations de Jeff Bezos ou d'Elon Musk, dont on entend souvent parler, qui depuis 2015 et le Space Act ont le droit de pouvoir s'approprier et de prétendre à exploiter un certain nombre de ressources spatiales. Aujourd'hui, ce sont des espaces de conflictualité. Nous, ce que l'on propose, c'est d'en faire des espaces de collaboration. Des espaces, en fait, du commun. Ces espaces doivent être des biens communs de l'humanité. Si aujourd'hui, ils sont des espaces de confrontation, c'est parce qu'il n'existe pas encore le droit international nécessaire pour réguler les choses et en faire des espaces communs. C'est une espèce de Far West. Le cyber, l'espace, l'action sous la mer sont des endroits, des zones de non-droit quasiment. Et ce qui se profile, c'est la loi du plus fort. Donc, dans un premier temps, il faut s'assurer pour la France d'une capacité à agir, y compris dans ces espaces-là, et de ne pas subir la loi du plus fort. La France doit donc mener une politique forte, exigeante, au niveau des Nations Unies, pour aboutir à ces textes internationaux qui font aujourd'hui défaut. Mais dans le même temps, la France, qui est une grande puissance spatiale, qui a des capacités cyber, qui est la deuxième puissance maritime au monde, ne peut pas être absente de ces terrains. Donc, oui, nous devons œuvrer dans ces espaces, y tenir notre rang, mais en parallèle, œuvrer pour la paix. Chaque espace a ses propres défis, ses propres contraintes, mais également ses propres opportunités. On a vu lors de la guerre en Ukraine qui perdure encore, qu'à un moment, Elon Musk a proposé ses installations satellites à l'armée ukrainienne, mais qu'il voulait les proposer à ses conditions, ou du moins à ses idées de ce que devait être un traité de paix, au point qu'il a voulu les retirer à un moment donné et s'est fait taper sur les doigts par l'état-major américain. Donc ça, c'est un exemple. Puis on en a un autre, c'est que de plus en plus de méga constellations existent avec la question des débris spatiaux qui vont s'accumuler. Plus il y aura de satellites, plus il y aura de risques aussi d'impact et plus il y aura de dangers pour nos outils, nos satellites à nous, qu'ils soient militaires ou civils ou qu'ils accomplissent les deux fonctions. Donc on voit que c'est des enjeux sur lesquels il convient de réfléchir, d'ailleurs tout le monde le fait, mais il conviendrait qu'il y ait un accord international sur la question certainement. Immensément fragile parce que à être utilisé sans véritable règle internationale, eh bien, il est aujourd'hui pollué, très fortement pollué, et il existe en orbite des milliers de micro-fragments de détritus de l'espace, en fait, issus de satellites qui ont explosé, issus de satellites usagés, issus des multiples lancements. Chaque débris est une catastrophe potentielle. À la vitesse à laquelle il se déplace, le moindre débris de 1 cm, s'il percute un objet, peut produire une réaction en chaîne qui détruirait la totalité des satellites, qui détruirait en fait toute notre capacité à utiliser l'espace, à l'explorer. Il est donc impératif aujourd'hui d'œuvrer de manière internationale à la dépollution de ces espaces, à la régulation, pour s'assurer que l'espace demeure un bien commun, un bien accessible à tous, utile pour tout le monde. On voit que l'accès à l'espace en termes de souveraineté est important pour de nombreux pays et surtout qu'il risque de renforcer une fracture entre ce qu'on appelle les pays occidentaux et puis les pays du Sud.
Parce que si vous n'avez pas un accès souverain à l'espace, alors vous n'avez pas accès, par exemple, directement à vos moyens de télécommunication, de localisation, et vous êtes obligé de faire appel à d'autres puissances qui, elles, l'ont. L'Afrique, aujourd'hui, est totalement absente de l'espace. Et c'est pourtant dans l'espace que la question du XXIe siècle va se jouer. Il est donc indispensable aujourd'hui d'offrir aux pays africains les moyens d'accéder à l'espace. Dans le programme de l'avenir en commun, et avec Jean-Luc Mélenchon, on avait cette idée dans l'optique d'une coopération internationale qui soit gagnante-gagnante, de faire une université francophone du spatial, permettant à des jeunes des pays notamment africains de pouvoir avoir accès à des études spatiales, de monter en compétences pour que leur pays monte aussi en compétences, et puis qu'il y ait des partenariats privilégiés entre la France et ces pays-là pour mutualiser les connaissances. On connaît tous l'existence de sous-marins ou des sous-marins nucléaires. On comprend que c'est un espace très privilégié ou très spécifique pour la défense française. Aujourd'hui, ce qui garantit que la dissuasion nucléaire est crédible, c'est que elle est portée par des sous-marins qui ne peuvent pas être identifiés au fond de la mer. On ne sait pas les localiser, et lorsque, d'une certaine façon, le coup part, il est trop tard pour la cible de ces éventuelles frappes nucléaires. Ce qui, évidemment, crée un sentiment de dissuasion ou maintient la dissuasion. Donc il y a un enjeu très spécifique à s'assurer que le fond de la mer ne devienne pas une espèce d'autoroute où n'importe quel type d'objet peut circuler, n'importe quel type de drone, etc. C'est la raison pour laquelle il y a aussi une espèce de secret sur ces sujets-là. En tout cas, il faut quand même constater que désormais, il est relativement facile et peu coûteux pour un État d'avoir une présence au fond de la mer entre moins 300, moins 600 et peut-être même jusqu'à moins 6000 mètres. Mais on comprend bien qu'il y a un enjeu particulier parce que du jour au lendemain, il se pourrait que certains États se lancent dans des actions de sabotage. Il y a déjà eu le cas de Nord Stream. Alors, Nord Stream, c'est beaucoup moins profond que 6000 mètres, c'est quelques dizaines de mètres seulement de profondeur. Ce sont des vulnérabilités. Mais il y a aussi la possibilité d'imaginer que dans un futur plus ou moins lointain, on ait toute une série de petits drones qui déambulent, qui viennent espionner ou essayer de poser des sondes sur les câbles sous-marins pour essayer de contrôler le passage des informations. On peut imaginer que certains de ces drones gagnent en autonomie d'une telle façon qu'ils puissent se relayer les uns les autres, agir en essaim, un peu comme ce qui se fait dans le domaine aujourd'hui aérien, et que d'une certaine façon, il y a une forme d'autoroute qui se crée sous les mers et qui rende l'action de nos propres sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc qui portent la dissuasion nucléaire, qui est beaucoup plus compliquée qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est une réalité à surveiller comme le lait sur le feu. Dans les fonds marins, pas à des profondeurs extrêmes, il y a sans doute des perspectives pour de la production d'énergie, ça c'est certain, dans les prochaines années, alors que ce soit des parcs éoliens offshore, que ce soit d'autres types de production d'énergie. Et là, évidemment, si on a des espaces de production d'énergie, ça veut dire qu'on a des vulnérabilités possibles, parce que les États vont être dépendants de ces ressources en énergie. Donc il va bien falloir aussi être en état de garantir la sécurité de ces sites, et y compris la sécurité et la souveraineté sur certaines zones qu'on appelle les zones économiques exclusives, où il y a le risque de voir des pêcheurs, des flottes de pêcheurs massives venir décimer les ressources en poissons et les réserves en poissons à un moment où la crise écologique s'impose. C'est un espace opaque, très difficile d'accès, et il est aujourd'hui impératif de mieux comprendre ce qui se passe dans les océans, car on le voit, aujourd'hui, ce qui se passe dans les océans va avoir, dans les années qui viennent, un impact immédiat et direct sur l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, les grands courants marins sont en train de basculer à cause du réchauffement des océans, à cause de la fonte des pôles. Et donc, c'est l'ensemble du climat de la planète qui peut s'en trouver bouleversé encore plus rapidement qu'il n'était anticipé dans les travaux les plus alarmistes du GIEC. Il est donc indispensable aujourd'hui de savoir ce qui se passe dans les océans. Il est indispensable de pouvoir s'y projeter. Évidemment, dans un domaine plus militaire, de pouvoir y agir. Et donc, l'espace
les fonds marins, ce sont des espaces où la coopération humaine doit perdurer. D'ailleurs, l'espace est le seul domaine dans lequel la coopération perdure entre les nations, même lorsqu'il y a la guerre. Dans le domaine de l'informatique et du cyber, je parlais du manque de vision ou de planification. Aujourd'hui, il faut savoir par exemple que l'une des entreprises les plus importantes du domaine, Atos, est sous la menace de rachat par des entreprises étrangères. Et même si le gouvernement dit qu'il est préoccupé ou qu'il est vigilant sur ce sujet-là, il ne nous a pas expliqué comment il avait l'intention d'éviter le pire, parce que précisément dans les mois qui ont passé, on a plusieurs cas d'entreprises qui ont été rachetées. Et en particulier en ce qui concerne Atos, il y a une branche d'Atos qui est spécialiste de ce qu'on appelle le calcul de haute performance, c'est-à-dire des hypercalculateurs qui traitent des quantités astronomiques de données. Mais en tout cas, c'est symptomatique d'une absence de vision et de planification globale. De la même façon, dans le domaine spatial, on a bien vu qu'il y avait des défauts dans la cuirasse parce que la première version du projet entérinait certaines pertes de compétences ou en tout cas ce qu'on appelle des trous capacitaires. En gros, il y a des choses qu'on n'allait plus savoir faire dans les prochaines années ou pour lesquelles on aurait des besoins et il a fallu qu'on dépose des amendements spécifiques, notamment pour s'assurer qu'il y aurait bien un satellite de communication qui serait envoyé dans les prochaines années parce que si nous ne l'avions pas fait, probablement que ça serait passé sous les radars. Or là, le ministère qui était en négociation avec les industriels nous a expliqué « Non, vous inquiétez pas, c'est sécurisé ». Et in fine, on a obtenu le maintien de ces capacités qui auraient pu disparaître si on n'avait pas été vigilant. Et là, nous sommes dans un véritable Far West. Un véritable Far West parce qu'il n'existe aucun droit international du cyber. Et il est indispensable aujourd'hui de mettre en place un traité international du cyber. On ne peut pas continuer comme ça à tout permettre et à tout autoriser. Parce que des choses fabuleuses peuvent advenir grâce au cyber, mais des choses aussi terrifiantes peuvent le faire. Imaginez une nation qui prend le contrôle des réseaux électriques, des réseaux de transport, des réseaux d'épuration d'eau d'une autre nation et les met à genoux. Là aussi, peut-être existe potentiellement une dissuasion cyber. Et il n'est pas possible que la France ne soit pas aux avant-postes sur ces questions, car ceux qui savent faire sont aussi ceux qui savent résister lorsque de telles opérations peuvent advenir. Donc la France doit être une grande nation du cyber pour pouvoir justement contribuer à sa régulation et à sa régulation dans un cadre international.